La Terre est habitée par une colossale variété de créatures. La vie s'est insinuée partout, colonisant les milieux les plus divers, du pâturage normand au désert glacé, en passant par les forêts tropicales et les circonvolutions de nos estomacs. Combien d'espèces seriez-vous capable de citer, de mémoire? 10? 100? 1000? Selon les estimations, entre 5 et 100 millions d'espèces différentes peuplent la planète. Parmi ces millions d'espèces, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il existe des créatures énormes et d'autres qu'on ne voit pas à l'œil nu. Certaines vivent des siècles et d'autres quelques heures. Et puis, il y en a une qui possède une caractéristique vraiment bizarre. Bonjour. Alors, en effet, j'appartiens à une espèce assez particulière à laquelle on a donné toutes sortes de surnoms, le seigneur de la création, le parangon des animaux, etc. Ce serait trop long de tous les citer, mais mon nom scientifique, c'est Homo sapiens. Ah, attendez. Homo sapiens se caractérise dans la faune actuelle par sa station verticale permanente. C'est un primate de grande taille. Les membres postérieurs sont plus longs que les antérieurs. Et il n'y a pas de queue. Bon, alors je sais, au premier coup d'œil comme ça, j'ai l'air assez banal, mais mon espèce est la seule, autant qu'on sache, qui a entrepris de mettre de l'ordre dans le monde vivant. Tout le monde a entendu parler de la systématique. Non? Attendez. Là, on est au milieu d'un fouillis assez indescriptible. Le but de la systématique, c'est de répertorier, de nommer et de classer les millions de créatures vivantes dans des catégories scientifiques. Alors pour classer, la toute première étape, c'est de faire quelque chose que nous autres, Homo sapiens, on adore. Des collections. Si on additionne les pièces entreposées dans les collections du monde entier, on dépasse allègrement le milliard de spécimens. Le Muséum de Paris, à lui seul, en conserve 80 millions. Les collections d'histoire naturelle, particulièrement en ornithologie, sont des collections de masse. Énormément de spécimens. Alors c'est un problème qui est récurrent depuis, finalement, en France, l'époque de Buffon et du cabinet du roi, donc le XVIIIe siècle, où Daubenton, le premier garde du cabinet du roi, se plaignait déjà du manque de place. Aujourd'hui, ici à la Zoothèque, on évoque la même chose. La place, il n'y en a plus de disponible. En 1793, à l'émergence du Muséum national, le nombre d'oiseaux est de 450. Aujourd'hui, il est de 155 000. Alors évidemment, le rythme des descriptions, au moins en ornithologie, se ralentit beaucoup, mais on trouve encore des choses nouvelles. Et la question c'est, est-ce qu'on va arriver un jour à tout décrire ? Le point de départ, pour décrire le vivant, c'est la notion d'espèce. Mais au fait, cette notion que tout le monde utilise sans y penser, vous la définiriez comment, vous ? Aujourd'hui, le critère officiel, c'est l'interfécondité. En gros, si deux individus peuvent se reproduire entre eux et si leur descendance est fertile, alors ils appartiennent à une même espèce. Là, par exemple, ça ne marchera pas. On a clairement deux espèces distinctes. Là, par contre,
on est visiblement en présence d'une espèce unique. L'avantage de la notion d'espèce, c'est qu'elle permet de ranger des millions d'individus dans une seule boîte, à laquelle on attribue un nom latin unique. Ouais, latin, ça fait plus chic. Et ça évite les querelles linguistiques. À quoi ça sert de donner des noms à 1,8 million d'espèces, à 5 millions ou à 10 millions? Bon, je dirais en soi, à rien. En fait, les taxonomistes produisent pas des noms pour eux-mêmes, ils produisent des noms parce que, je dirais que c'est l'étiquette qui est sur un tiroir. Dans le tiroir, on va vouloir y mettre des attributs et des propriétés. Par exemple, mange un tel, est mangé par un tel, transmet telle maladie. C'est pour ça que le métier du systématicien, c'est de faire en sorte que chaque espèce soit désignée par un seul nom et que chaque nom ne désigne qu'une seule espèce. À l'heure où je vous parle, on a répertorié et nommé exactement 1 749 577 espèces vivantes. Mais donner des noms ne suffit pas à construire une image cohérente de la nature. On sent bien, intuitivement, que le chien est plus proche du loup que de la langouste, qui elle-même a plus en commun et de Tasmanie qu'avec la vache bretonne. Comment rendre compte de ces ressemblances qui existent entre des espèces différentes? Prenons au hasard un petit échantillon du monde vivant. Le saumon d'Écosse, le lémurien, le canari, l'escargot, le crocodile, la chauve-souris, et puis moi. Pour faire un classement, il faut choisir un critère. Et là, j'ai justement une machine à trier. Avec sa télécommande, c'est très pratique. Il suffit de taper un critère, essayons les ailes. On tape son critère et on passe tout le monde dans la machine. Et on obtient deux groupes. Ceux qui ont des ailes là-bas et ceux qui n'en ont pas, ici. Prenons maintenant les pattes. Cette fois-ci, on obtient trois groupes différents. Les quadrupèdes, nous, les bipèdes et les sans pattes. Le problème, c'est que chaque caractère semble aboutir à un résultat différent. Classer, chez moi, Homo sapiens, c'est une vraie passion, une seconde nature. J'ai essayé tous les critères. Taille, durée de vie, ordre alphabétique, répartition géographique, mode de reproduction, habitudes alimentaires. J'ai inventé 1000 systèmes de classification, du plus primaire au plus subtil, du plus rationnel au plus arbitraire, comme dans cette ancienne encyclopédie chinoise évoquée par l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Les animaux se divisent en A. Appartenant à l'empereur. B. Embaumé. C. Apprivoisé. D. Cochon de lait. E. Sirène. F. Fabuleux. G. Chien en liberté. H. Inclus dans la présente classification. I. Qui s'agitent comme des fous. J. Innombrable. K. Dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau. L. Etc. M. Qui viennent de casser la cruche. Pourtant, parmi les innombrables classifications qu'on a imaginées, il y en a une qui a plus de sens que les autres. Ce buisson sphérique, c'est la version actuelle d'une très ancienne image, l'arbre de la vie. Toutes les espèces vivant sur Terre sont là, à chaque extrémité de ces millions de branches. Cette représentation contemporaine est le résultat d'un long processus qui a commencé par une échelle. Au XVIIIe siècle, il y a une image qui est dominante, une image de la nature, c'est l'échelle des êtres.
avec cette idée que la nature ne fait jamais de saut, qu'on passe par exemple du règne végétal au règne animal d'une manière tout à fait insensible, et qu'il est illusoire d'une certaine manière d'y voir des discontinuités, des coupures. Et cette échelle des êtres, eh bien, Charles Bonnet est le premier à la représenter sous une forme très concrète, avec des montants, avec des échelons, mais le feu, l'air, l'eau, les éléments de la chimie fondamentale, les champignons, les plantes, et puis nous voilà sensiblement arrivés au règne animal. On poursuit ensuite les insectes, les coquillages, les limaçons, les escargots, les serpents, les poissons rampants et les poissons volants, évidemment. Les poissons volants qui font la jonction avec les oiseaux amphibies. Et on poursuit l'autruche, les quadrupèdes, et puis bien sûr, couronnement de cette échelle des êtres, l'homme. Alors au milieu du XVIIIe siècle, l'autre grand auteur, c'est Carl von Linné, qui va publier en 1735 un ouvrage tout à fait important, fondamental pour tout dire, qui s'appelle le Systema Naturae, dont on voit rien que par le titre l'ambition, puisque Linné a le projet dans cet ouvrage de classer les 3 règnes de la nature en classes, ordres, genre et espèces, et on retrouve au fond les principales divisions qui sont toujours utilisées par les classificateurs. Je suis donc un Homo sapiens. J'appartiens à l'espèce sapiens, dans le genre Homo, qui fait lui-même partie de l'ordre des primates, lequel appartient à la classe des mammifères, qui fait partie à son tour du règne animal. Aujourd'hui, le principe est le même, mais on a ajouté un tas de rangs supplémentaires. Sous-genre, infra-ordre, superfamille, etc., etc. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, une troisième image de la nature va émerger qui va tenter en définitive de concilier les points de vue. Et alors on a cette première représentation au cours des années 1800 sous la plume d'un botaniste qui s'appelle Augustin Augier, dont on ne sait pas bien grand-chose, mais qui en l'occurrence représente cette continuité et cette discontinuité de la nature sous la forme d'un arbre. Sur une même branche, des classes de plantes qui entretiennent un certain nombre de parentés, d'affinités, donc une sorte de continuité. Et lorsqu'on passe d'une branche à une autre branche, une réelle discontinuité, un hiatus. En 1859, paraît en Angleterre un ouvrage phare, c'est L'origine des espèces de Charles Darwin. Et dans cet ouvrage de Darwin, on retrouve une représentation de, non plus cette fois-ci vraiment de la continuité ou de la discontinuité de la nature, mais bel et bien de l'histoire du développement de la vie et du foisonnement de la vie à la surface de la Terre au cours du temps. Darwin est le premier à saisir le sens véritable de cette image d'arbre du vivant. Avec lui, l'arbre devient généalogique et la systématique acquiert un sens nouveau. Il ne s'agit plus de repérer les affinités entre les espèces, mais de découvrir leur histoire évolutive pour reconstituer leur arbre généalogique commun. Cet arbre, c'est comme ça qu'on le dessine au XIXe siècle. Un chêne gigantesque dont chaque rameau représente une espèce ayant habité la Terre à un moment donné. Là en bas, les espèces les plus primitives, et tout en haut, moi. Seulement, ce grand chêne raconte une histoire fausse. Le problème, c'est le tronc. Cette direction privilégiée, qui aboutit à mettre les uns en haut et les autres en bas, n'a aucune justification objective. L'arbre de la vie, il faudrait le dessiner plutôt comme ça. Un buisson sphérique, sans tronc aucun, qui ne pousse pas vers le haut, mais dans tous les sens. À la place d'un chêne, on se retrouve avec un buisson taillé en boule. Voyons ça de plus près. Les branches qui s'arrêtent en chemin représentent les espèces disparues. Ici, l'iguanodon. Là, le diplodocus. Celles qui atteignent la périphérie représentent les espèces qui vivent aujourd'hui. Ici, la truite saumonée. Là, le caniche à poil ras. Là-bas, le géranium. Et ici, moi.
Voilà. Au lieu de trôner comme autrefois au sommet de l'arbre du vivant, je me retrouve au bout d'une branche banale, comme une vulgaire crevette. C'est légèrement embarrassant, mais tout ça parce que les scientifiques, depuis un siècle ou deux, se sont mis en tête de me traiter comme une espèce ordinaire. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en reculant vers le centre de l'arbre, je vais découvrir toute une série d'embranchements qui me relient à toutes les espèces vivant sur Terre. Si on remonte dans cet arbre généalogique, on rencontre d'abord les branches éteintes des hommes préhistoriques. Puis celles qui mènent vers mes plus proches cousins vivants, le chimpanzé et le bonobo. Tous les trois, nous avons un ancêtre commun qui vivait en Afrique, il n'y a pas loin de 6 millions d'années. Notre arrière-grand-père à la 250 millième génération. Puis, en remontant encore d'1 million d'années, on rejoint la branche qui mène vers le gorille des montagnes. Puis, nettement plus haut, celle de l'orang-outan. Ce cousinage n'est pas évident au premier coup d'œil, mais l'étude des embryons permet de s'en faire une meilleure idée. Plus on recule dans l'embryogenèse, plus les différences entre moi et mes cousins du monde animal s'estompent. Tiens, par exemple, allons à l'embranchement suivant, celui des hominoïdes, là où je rejoins une dizaine d'espèces de gibbons. Ce que nous avons en commun, le gibbon et moi, c'est un caractère spécifique bien visible. C'est l'absence totale de queue. Je suis un hominoïde parce que je n'ai pas de queue. Ou plutôt parce que je n'en ai plus. Enfin, vous m'auriez connu quand j'étais jeune, c'était une autre histoire. Là, c'est moi à 41 jours. Et là, en bas, c'est bel et bien une queue. Sauf que pendant la 7e semaine, les vertèbres qui la composent s'atrophient et se soudent pour donner naissance à un coccyx, comme chez le gibbon. Aux environs de moins 25 millions d'années, la branche des hominoïdes, la mienne, rejoint une autre branche bien plus fournie, celle des 82 espèces de singes qui possèdent une queue, babouins, macaques, etc. Tous ensemble, nous formons la superfamille des cathariniens. Je suis un catharinien, comme le mangabé à joues grises, à cause de mes narines. Alors l'une des caractéristiques des cathariniens, comme ce mangabé à joues grises que je suis en train d'essayer de fignoler, c'est l'orientation des narines vers le bas, trait que nous partageons, nous humains, avec ce groupe de primates. Narines qui sont aussi séparées, comme pour nous, par une petite cloison à l'intérieur du cartilage nasal. L'étape de la tête est une étape très très délicate parce qu'en fait, la première chose qu'on regarde sur un animal ou vivant ou naturalisé, de toute façon c'est la même chose, c'est toujours les yeux plus l'expression de la face. Donc si je rate la face de mon primate là, il pourra être aussi bien positionné que je voudrais. S'il a une sale tête, le montage paraîtra raté quand même. Pour compléter la photo de famille et découvrir mes prochains cousins, il faut explorer tous les continents et se munir d'un vocabulaire hyper spécialisé. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Je suis un similiforme, comme le sajou versicolore, et puis un aplorinien, comme le tarsier de Horsfield. Chacun des yeux de ce drôle de cousin est aussi gros que son cerveau. Du coup, sa vision nocturne est excellente. Conversation par contre. Et puis comme le lémurien laineux, comme le propithèque, je fais partie de la grande famille des primates. 188 espèces différentes au dernier recensement. L'ancêtre commun des primates vivait il y a 63 millions d'années, soit environ 7 millions de générations.
Mais au fait, qu'est-ce qui me prouve que je fais vraiment partie de la famille? D'après les systématiciens, ce serait à cause de mon pouce. Le pouce opposable, qui est le premier doigt s'écartant de la main et permettant une préhension d'une branche ou d'un objet, ce pouce opposable est un trait que nous partageons avec les gorilles, ici présents, les chimpanzés, les babouins, les lémurs, les tarsiers. Ce pouce opposable n'existe pas chez les autres mammifères. Dans le cadre des mammifères, eh bien, cet écartement du pouce apparaît comme une innovation qui a été léguée par nos ancêtres communs au cours de l'évolution. Nous avons donc un ancêtre commun. Et ce groupe d'animaux ayant cet ancêtre commun s'appelle les primates. On peut voir un être vivant comme une série d'innovations acquises au cours de l'histoire de la vie. Cette notion d'innovation partagée, c'est la clé qui permet de constituer des groupes et ainsi de classer le monde vivant. Et puis ça m'oblige aussi à modifier radicalement le regard que je porte sur moi-même. Chacune de mes caractéristiques physiques renvoie à un ancêtre particulier qui correspond à un embranchement précis de l'arbre du vivant. Je suis un puzzle, un patchwork d'innovation opéré au cours des millions d'années d'évolution. Il y a le pouce, bien sûr, mais aussi la station debout, le nez, la glande mammaire, le poumon à alvéole, la nageoire charnue, la symétrie bilatérale, la colonne vertébrale, etc., etc. En fait, l'arbre raconte mon corps. Certaines parties, comme le pouce, sont très récentes, d'autres, comme le noyau cellulaire, très, très, très anciennes. Chacune des pièces du puzzle correspond donc à un embranchement de l'arbre du vivant. En continuant de remonter vers le centre de l'arbre, on va retrouver l'origine de chacune d'entre elles. Le nez, là, le poil, ici, la mâchoire, là-bas, et ainsi de suite. Après les primates, on rencontre les lapins et les autres familles de rongeurs. Le groupe suivant, c'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve en vrac le lion, le cheval, la baleine et la gerboise, le rhinocéros, l'oreillard vulgaire et la taupe des jardins. Et puis on arrive à un nœud bien plus exotique, celui des terriens. T-H-E-R-I-E-N. Notre ancêtre commun, au kangourou et à moi, nous a légué plusieurs choses. Attendez, je vais vous montrer. Il nous a légué une glande mammaire munie d'un téton. C'est assez décoratif. Mais il nous a légué aussi quelque chose de vraiment très pratique. Ça. Des omoplates mobiles. On peut mettre le tapis en route, là on va voir ce que ça donne à l'image. C'est bon, là on peut envoyer. Le radiocinéma permet de mettre en évidence les caractéristiques de ce mode de déplacement des terriens, qui est grâce à la mobilité de l'omoplate, qui tourne autour d'un axe ici, qui glisse sur la paroi du thorax. Vous voyez, il tourne autour de ce point-là. On voit bien les deux omoplates se croiser. C'est-à-dire que l'omoplate devient un segment supplémentaire du membre antérieur. La liberté de mouvement assurée par l'omoplate ouvre des possibilités tout à fait nouvelles. Par exemple, chez les primates, dont nous faisons partie, l'omoplate glisse sur la cage thoracique, non plus latéralement comme chez le rat, mais dorsalement. Et ceci permet un mouvement latéral de l'ensemble du membre qui
assure à ces animaux la capacité de se suspendre aux arbres, de grimper aux arbres et par conséquent d'exploiter tout un milieu qui est le milieu des forêts. La catégorie suivante, vous la connaissez forcément. Je vous laisse deviner. Je suis un vivipare, muni de poils, de mamelles et d'oreilles à pavillon externe. Je suis homéotherme, c'est-à-dire que mon organisme me permet de maintenir une température interne constante. Je suis... Non. Allez, un petit effort. Bah, je suis un mammifère, évidemment. Un mammifère, comme l'ornithorynque. Avec l'ornithorynque, on touche au monde des bizarreries, il faut quand même bien le dire. Cela étant, il répond bien à la définition des mammifères, couvert de poils, et il allaite ses petits. Là, tout va bien. Un peu plus improbable, le bec de canard. Mais alors, ce qui a paru complètement incroyable lors de sa découverte en 1798, c'est qu'il pond des œufs. Et les premières dépouilles qui ont été ramenées en Europe, ils ont dit bon, ça va, c'est bon, c'est une mystification. Donc on va la démonter. Sur le premier spécimen qui est à Londres, on voit il y a encore les traces du ciseau qui était censé servir à montrer que c'était un faux. Il va quand même falloir plusieurs décennies avant que l'establishment scientifique admette qu'il y ait des mammifères qui pondent des œufs. Et à tel point qu'il y en a un autre qui a été découvert, l'échidné, enfin les échidnés, parce qu'il y a deux espèces, et que dans la classification, on a bâti pour eux une catégorie particulière qu'on appelle les monotrèmes. Les monotrèmes. Ce sont les mammifères les plus éloignés de moi dans la classification. La dernière branche vivante avant une longue traversée du désert. Ah oui, parce qu'ensuite, il ne se passe plus rien. Pas le moindre cousin vivant pendant 130 millions d'années. 130 millions d'années, c'est long. C'est à croire que l'évolution s'est arrêtée. En fait, pas du tout. Entre les mammifères et le groupe suivant, celui des amniotes, de nombreuses branches sont apparues, mais toutes se sont éteintes. Les espèces ont disparu. La prochaine vraie branche, avec des vrais cousins qui vivent encore, c'est celle des amniotes. Je suis un amniote, comme le flamant rose, le serin et le toucan, parce que notre ancêtre commun a inventé l'amnios. C'est une sorte de membrane pour envelopper l'embryon et le protéger. L'embranchement suivant correspond à une innovation encore plus essentielle. Pour appartenir à la superclasse des tétrapodes, il faut un nombre pair de membres locomoteurs munis de 1 à 8 doigts chacun. On en connaît aujourd'hui 26 308 espèces, de toutes formes et de toutes tailles, de la salamandre à la girafe, en passant par le crapaud-buffle. Je suis aussi un tétrapode, comme cette grenouille africaine, qui n'a pas encore de nom puisqu'on vient juste de la découvrir. Au départ, nous pensions qu'en Afrique occidentale, il n'existait qu'une seule espèce de grenouille, vivant de la Côte d'Ivoire au Sierra Leone, la Conroa aleni. Et sur le terrain, nous avons remarqué que les animaux n'émettaient pas le même chant. Nous entendons maintenant les chants d'accouplement de ces deux populations. Ce sont par ces chants que les grenouilles attirent les femelles. Voilà celle-ci et celle-là. Comme les chants sont différents, on peut supposer qu'il s'agit d'espèces différentes. Mais pour le prouver, pour disposer d'un autre argument, nous avons étudié leur ADN. On remarque très bien que certains spécimens possèdent la même séquence et que d'autres en ont des divergences.
Ce sont ces divergences qui nous intéressent maintenant. Beaucoup de gens pensent que la génétique représente plus ou moins le Graal des systématiciens. Ce n'est pas le cas. Un caractère génétique n'a pas plus de valeur qu'un caractère morphologique. Mais comme les caractères génétiques sont beaucoup plus nombreux, ils nous fournissent beaucoup plus d'informations d'un point de vue purement statistique pour tenter de découvrir effectivement des divergences ou des similitudes. Maintenant, c'est officiel. Grâce aux analyses génétiques, notre grenouille africaine appartient bel et bien à une nouvelle espèce. En attendant qu'on lui choisisse un petit nom, continuons. Nous voilà arrivés aux environs de moins 420 millions d'années, bien avant les tétrapodes et bien avant que notre ancêtre commun ne soit sorti des eaux. C'est pourtant à cette époque reculée qu'est survenue l'innovation qui a rendu possible la vie terrestre. Je suis un sarcoptérygien, comme le sélacanthe, à cause de mes nageoires charnues. Oui, je sais. On a l'habitude de les appeler des bras et des jambes. Mais d'un point de vue évolutif, ce sont des nageoires. Je vais vous montrer. Ça, c'est un bras d'Homo sapiens ordinaire. Et ça, c'est une nageoire de sélacanthe. Vous avez remarqué? Elle se rattache au reste du squelette par un os unique. C'est ça, l'innovation géniale des sarcoptérygiens. Cet os unique, qui éloigne du corps les rayons de la nageoire, va permettre à cette dernière d'évoluer vers toutes sortes de formes et de fonctions nouvelles. Marcher d'abord, et donc sortir de l'eau, mais aussi grimper aux arbres, et même voler. À l'embranchement suivant, voilà des cousins dont les nageoires ne sont pas charnues. Un peu comme si leurs doigts étaient fixés directement au tronc. Je suis un ostéictien, comme la sardine et le saumon d'Écosse, parce que je possède de véritables os au lieu d'un simple cartilage. C'est à ce niveau que le nombre de mes cousins double d'un coup et atteint les 50 000. 50 000, un chiffre impressionnant, mais finalement assez modeste en regard des millions d'espèces qui peuplent la planète et des 10 000 nouvelles qu'on découvre chaque année. En 2006, 160 scientifiques de 25 pays passent plusieurs mois sur l'île de Santo, en Mélanésie. Ils y réalisent un grand inventaire balayant tous les écosystèmes et la plupart des familles du vivant. Des mollusques jusqu'aux mammifères, en passant par les plantes et les insectes. Cette mission, d'une ampleur inédite, a pour objectif de prendre une sorte d'instantané, aussi exhaustif que possible, de la biodiversité en ce point précis du globe. L'un des coordinateurs de l'expédition, c'est Philippe Boucher, du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Oh no. You know what that is? Tu reconnais ça? Non. Non? Oh, un land snake. Ah, bah, c'est juste un escargot. Il y a une génération, c'était facile. Il y avait 1,5 million d'espèces décrites. Il y en avait encore autant à décrire. Bon, en gros, en poursuivant l'effort avec la même intensité, je veux dire, on allait y arriver. Ce qui s'est produit je dirais, au cours des 30 dernières années, ça a été, la prise de conscience que la biodiversité est 10 fois plus vaste que ce qu'on croyait jusqu'ici, et deuxièmement, que le tiers, le quart ou la moitié de celle-ci va s'éteindre pendant notre siècle. Donc en gros, si on décrit 13-15 000 nouvelles espèces par an, et puis il en reste 5 millions ou 10 millions à décrire, ça veut dire qu'on aura terminé le boulot dans 500 ou dans 1000 ans, et puis la biodiversité sera éteinte avant. Autrement dit, il y a des milliers d'espèces qui vont disparaître avant même d'être découvertes. Elles n'auront pas le temps d'être inscrites sur la liste rouge des espèces menacées.
contrairement au panda, à la baleine à bosse ou au grand requin blanc, que je rencontre justement à l'embranchement suivant. Je suis un gnatostome, comme le grand requin blanc, parce que je possède de l'hémoglobine, ainsi qu'une mâchoire grâce à laquelle je peux capturer des proies avec la bouche. Bon, alors c'est vrai, attraper des proies vivantes dans la société d'aujourd'hui, ça se fait moins qu'avant. Mais il reste tout de même les huîtres. Je suis un vertébré parce que j'ai des vertèbres. Et puis un craniate parce que je possède une sorte de boîte pour protéger mon précieux cerveau. Avec les cousins qu'on va rencontrer maintenant, la photo de famille devient franchement cauchemardesque. Je suis, dans l'ordre, un craniate comme la myxine, puis, en remontant, un myomérozoaire comme l'Amphoxus, et puis un cordé comme l'Acidie, ce sac mou qui vit accroché au fond de l'eau. Là, on pourrait croire qu'on ne peut pas tomber plus bas, et pourtant, si. C'est un peu gênant de vous avouer ça, mais d'un point de vue topologique, je suis un donut. Un orifice en haut, un orifice en bas et un conduit qui relie les deux. Je suis un deutérostomien, comme le concombre de mer ou l'oursin granuleux, à cause de la façon dont se forme ce conduit pendant l'embryogenèse. Certains commencent par la bouche, mais moi, personnellement, je commence par l'anus, comme on voit ici. Et ma bouche se forme ensuite, d'où le nom du groupe. Deutérostomien en grec, ça veut dire bouche en second. Bon, passons rapidement sur ces détails embarrassants, d'autant plus que l'embranchement suivant est particulièrement chargé. Les 58 000 deutérostomiens se retrouvent totalement submergés par un afflux massif de nouveaux cousins. Plus d'1 million. La branche qui mène vers moi, Homo sapiens, n'est qu'un petit rameau perdu au milieu d'un groupe énorme, les bilatériens. Je suis un bilatérien, comme la mouche du vinaigre, mais aussi comme le crabe ou comme l'escargot de Bourgogne, car je suis traversé par un plan de symétrie qui partage mon corps en deux moitiés semblables. Du fait de cette symétrie, j'ai aussi une direction privilégiée avec un avant et un arrière. Toutes choses dont les éponges ou les méduses, par exemple, sont dépourvues. Parmi mes cousins bilatériens, il y a tous les arthropodes, les crabes, les insectes, etc., tous les mollusques, et aussi beaucoup de familles, aujourd'hui disparues, dont les seuls représentants sont des fossiles. Des fossiles dont certains ne sont observables qu'à l'aide d'instruments gigantesques. Ce bâtiment circulaire ici abrite un synchrotron, c'est-à-dire un accélérateur de particules qui sert, entre autres, à réaliser des radiographies d'objets de très petite taille. Nous sommes ici pour étudier des embryons fossilisés d'animaux primitifs qui pourront peut-être nous révéler des choses sur les origines même des différents groupes d'animaux qui nous entourent aujourd'hui. Chaque particule contenue dans cette boîte représente un fossile. Ce sont des fossiles d'embryons, pas des animaux en eux-mêmes. Ils ont probablement quelque chose comme 580 millions d'années, soit 40 millions d'années de plus que les plus anciens animaux que nous connaissons grâce aux fossiles. Ce petit tas de sable représente donc la trace la plus ancienne de la présence des animaux sur Terre. La projection des fréquences plates est lancée. La macro tourne. Le niveau d'énergie du rayon est de 17,5. On a tout réglé. On peut commencer. On n'a plus qu'à appuyer sur marche pour lancer l'expérience.
On peut voir sur l'écran une partie des données que nous avons obtenues par radio. Ce sont des séries de coupes, un peu comme des tranches de saucisson découpées dans l'embryon. Maintenant que nous avons la reconstruction, nous pouvons étudier l'anatomie en détail et nous en servir pour savoir où placer ce fossile dans l'arbre de la vie. Voici un autre embryon bilatérien. On peut observer une ligne au milieu qui sépare la gauche de la droite. Ça reste un bilatérien, mais il diffère légèrement de ce que nous voyons dans les organismes actuels. C'est une espèce totalement nouvelle, mais sa place dans l'arbre de la vie est problématique. Elle montre des caractéristiques de développement d'un insecte, mais cet embryon est âgé de 540 millions d'années, soit plusieurs centaines de millions d'années avant l'apparition des insectes. Très sincèrement, nous n'avons pas la moindre idée de sa place dans l'arbre de la vie, sinon que c'est un ancêtre très primitif de la famille des bilatériens. Les espèces éteintes, c'est pas en millions qu'elles se comptent, mais en dizaines de milliards. Revenons plutôt chez les vivants. Il nous reste encore quelques cousins à découvrir. À moins 700 millions d'années, on atteint la limite de ce qu'on a l'habitude d'appeler le règne animal. Les systématiciens, eux, préfèrent parler de métazoaire. Je suis un métazoaire, comme l'éponge à crevettes, parce que je suis un organisme pluricellulaire mobile. C'est-à-dire que je suis composé de plusieurs cellules et que je bouge. Tout de suite après, voilà des cousins beaucoup moins agités qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le terme de végétaux. Alors c'est vrai, ils ont fait des choix de vie, différents. Et pourtant, je suis un eucaryote comme eux, comme le romarin, comme le séquoia géant et comme le géranium. Bon, je reconnais qu'entre lui et moi, la ressemblance n'est pas frappante. Il faut dire que notre ancêtre commun vivait il y a 1 milliard d'années, mais avec un bon microscope, il y a quand même un air de famille. Là, à droite, c'est la cellule du géranium. À gauche, c'est moi. Enfin, des cellules de mon épiderme. Leurs formes sont différentes, mais leurs structures sont les mêmes, avec ce compartiment spécial où est enfermé l'ADN, le noyau. C'est cette invention, le noyau, qui est l'innovation partagée des eucaryotes. Elle est commune aux animaux, aux végétaux, mais aussi à tout un tas d'organismes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Des cousins composés d'une cellule unique, les unicellulaires. Autrefois, tous les êtres vivants étaient rattachés soit au règne animal, soit au règne végétal. Et les unicellulaires n'échappaient pas à la règle. Les microalgues étaient végétales comme la betterave, les paramécies animales comme la girafe. Aujourd'hui, on pense que les unicellulaires ne sont ni l'un ni l'autre. La branche des eucaryotes, c'est l'une des 3 branches maîtresses de l'arbre du vivant. Elle inclut les animaux, ici, les végétaux, là, et là-bas, une partie des unicellulaires, ceux qui ont un noyau. Ceux qui n'en ont pas, ils sont dans cette autre branche, celle des bactéries. Les scientifiques en ont identifié 10 000 espèces, mais il y en aurait plusieurs millions. On leur doit la coqueluche et le choléra, d'accord. Mais pas seulement. Sans bactéries, pas d'azote pour les plantes, ni de digestion chez les animaux, bref, pas de vie sur Terre. Et pas d'Homo sapiens. Alors, vous allez me dire, il reste une 3e branche. On ignorait son existence il y a encore 30 ans. Elle est peuplée d'unicellulaires qu'on appelle les archées. Il y a une centaine d'espèces connues, mais là encore, il en reste probablement des millions à découvrir. Et parmi elles, Pyrococcus absci. Cette petite chose ronde et insignifiante
pour qui le soufre est une friandise et l'oxygène un poison mortel, c'est aussi un cousin. Un cousin assez éloigné, mais un cousin quand même. L'immense famille à laquelle nous appartenons tous les deux a pour une fois un nom simple. Je suis un être vivant comme Pyrococcus, parce que nous possédons tous les deux le même code génétique et des protéines identiques. Tous les êtres vivants, donc bactéries, archéocaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom, ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme, ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les trois lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète, simplement elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA. Que de chemin parcouru entre ces choses microscopiques-là et moi. Faut reconnaître que la nature a fait un boulot extraordinaire. Bon, ça lui a quand même pris 3,5 milliards d'années, mais le résultat est là. Ça a été un peu long, mais ça valait le coup d'attendre. Oh là, je vous arrête. En termes d'évolution, moi, Pyrococcus, je suis aussi éloigné de LUCA qu'Homo sapiens. Il a fallu exactement le même temps pour arriver à nos deux formes de vie. Moi aussi, je pourrais dire que de chemin parcouru entre ce gros machin polluant et tarabiscoté, là, à gauche, et moi, Pyrococcus. Il se plaint dès que la température monte au-dessus de 40. Son taux de reproduction est ridicule. Et il ne parvient à se nourrir qu'en avalant d'autres créatures vivantes. Bref, disons-le, la survie provisoire de cette drôle d'espèce est une véritable énigme de la nature. Les bactéries sont tout à fait fascinantes parce qu'elles nous apprennent un petit peu l'humilité. En général, on a tendance à penser que les bactéries sont des organismes simples, primitifs, et nous sommes, nous, les eucaryotes, mais encore plus l'espèce humaine, tellement plus complexe, évoluée qu'une bactérie. Alors c'est vrai qu'en termes de complexité, si on pense au cerveau humain avec ses neurones, là on est beaucoup plus complexe qu'une bactérie. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est plus évolué? C'est pas sûr. Moi, j'aime bien comparer les bactéries à des micro-ordinateurs très récents et les eucaryotes, les hommes, à des gros ordinateurs des années 50-60 qui étaient beaucoup plus gros, peut-être plus complexes, mais qui en fait étaient moins performants. C'est un peu caricatural, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu en ces termes. Il ne faut pas raisonner en termes d'organismes plus ou moins évolués, mais en termes d'organismes effectivement plus ou moins complexes, mais surtout avec des stratégies de vie différentes. Je ne serai donc pas l'aboutissement de l'évolution. Bon. Mais alors, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi, Homo sapiens? L'âme, le langage? Le rire? L'homme, ça consisterait à mettre en évidence la capacité d'avoir un langage articulé, une conscience de soi et du monde, quelques traits anatomiques dans les sutures du crâne. On a un génome qui fait qu'on est plus proche des chimpanzés que deux espèces de drosophiles le sont les unes des autres. Donc bon, c'est clair que c'est pas la séquence de nos gènes qui fait que l'homme est différent des autres espèces sur Terre. L'homme donc maintenant, depuis Copernic, puis Darwin, puis les derniers résultats de la science, on sait très bien que c'est simplement une toute petite branche qui est arrivée là, un jour un peu par hasard, hein, au cours de l'évolution, si je puis dire. L'histoire aurait pu être tout à fait différente. Il n'empêche que c'est quand même lui qui peut la raconter, cette histoire. Et ça, ça le démarque complètement du reste des autres êtres vivants.
L'homme est vraiment zoologique. Il naît, il meurt, il se reproduit, comme la baleine et le surmulot. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. L'homme serait un roseau pensant. Disons plutôt un roseau pensif, ou même songeur. Disons un salsifis songeur. Car la pensée paraît tout de même plus dense que les produits de la cervelle humaine, et le roseau est plus racé que l'homme. Soyons sincères, l'homme est un champignon rêveur. Un concombre qui a des visions. Un salsifis qui souffre de marotte. Alexandre Vialat. Je pense qu'on doit quand même réaliser à quel point on a une chance inouïe d'exister et d'en avoir conscience. Parce que finalement, être une archée, une bactérie ou même une plante ou autre, c'est bien beau, mais on ne le sait pas. C'est quand même un petit peu dommage. C'est une chance incroyable quand on y réfléchit d'être en vie. Si le spermatozoïde d'à côté avait gagné, bon, vous ne seriez pas en vie. Et puis on peut faire ça à chaque génération pour remonter au poisson, pour remonter à Lucas. Enfin, le fait que nous, individus X ou Y, soyons en vie, c'est une chance incroyable. On devrait y penser plus souvent et essayer d'en profiter. Ça vous va, ça ?